Diakité Ditumba. Okay. Maître Lanciné Silla. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président, messieurs les assesseurs. Monsieur Aboubakar Diakité Ditumba et sa défense ne sauraient entamer la présente plaidoirie sans vous adresser leur reconnaissance pour avoir conduit les débats dans ce procès depuis son ouverture le 28 septembre 2022 jusqu'à cette phase des plaidoiries et réquisitions. Certes, comme le disait tantôt Bob, rendre la justice est votre mission, votre vocation. Les chrétiens diront que c'est même votre sacerdoce. Cependant, force est de reconnaître que depuis près de 2 ans, vous conduisez ce procès avec un sens d'écoute extraordinaire, permettant à tous les protagonistes de s'exprimer tant bien que mal avec des incidents gérés bien sûr avec professionnalisme. Voilà que vous êtes encore là depuis le début de ces plaidoiries, en train d'écouter toutes les parties avec une patience extraordinaire. Et vous savez que vous serez là, et encore, pour écouter les éventuelles plaidoiries. Parce qu'un procès de telle envergure l'exige. Vous serez encore là, et avant de donner la parole en dernier lieu à chacun des accusés pour sa propre défense. C'est bien, après l'observation de ces rituels judiciaires que la loi vous impose, que vous entreprendrez une sentence, un verdict. En attendant cette sentence, ce verdict, l'attitude qui est la vôtre, qui est celle de vos 2 assesseurs, Monsieur le Président, permet de rassurer et de faire espérer toutes les parties à ce procès. Ainsi, en dépit de votre jeunesse, vous venez de marquer d'une encre indélébile l'histoire judiciaire de notre pays, la Guinée, mais l'histoire judiciaire aussi de toute l'Afrique et de toute l'humanité, pour avoir réussi ce que d'autres pays africains jusque-là ne sont pas parvenus à faire. C'est faisant, vous donnez raison à ceux qui vous ont choisi pour diriger ces procès. Comme quoi, ils ne se sont pas trompés en vous choisissant. Monsieur le Président, n'est-ce pas l'occasion pour moi
de dire que vous donnez raison à Pierre Corneille, qui fait dire à Rodrigue dans le Cid. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Nous souhaitons que vous continuiez sur la même lancée pour que la sentence qui résultera de cette affaire reflète les débats qui ont été menés contradictoirement dans ces prétoires. C'est pourquoi jusque-là, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous méritez amplement la confiance de mon commandant Aboubakar Diakité d'Itoumba et de toute sa défense. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, après cette reconnaissance bien méritée, j'introduis mes propos en ces moments solennels, en m'inclinant pieusement devant la mémoire d'un confrère avec qui Maître Polyomba Kourouma, le Bob, et moi-même avons commencé cette procédure, mais qui aujourd'hui n'est pas là pour plaider ces dossiers, pour avoir été arraché à notre affection par Allah le Tout-Puissant depuis le 17 mars 2020. Il s'agit d'un confrère talentueux, compétent, très respectueux, une icône de notre barreau qui s'était illustré dans le procès retentissant de l'attaque du domicile du professeur Alpha Condé. Un confrère qui avait un don inégalable, inimitable et envoûtant dans les plaidoiries. Le confrère en question, il s'agit de Maître Aboubakar Sylla. Maître Aboubakar Sylla avait émerveillé tous les magistrats devant lesquels nous avons eu à plaider des procédures de mise en liberté concernant mon commandant, tellement qu'il savait parler de la pathologie dont celui-ci souffre, avec autant de talent qu'un spécialiste de la matière. Toutes mes sincères condoléances renouvelées au barreau de Guinée, renouvelées à toute la famille judiciaire, renouvelées à sa famille, mais plus particulièrement à sa veuve, Rachida Tasso, résident en Belgique, qui cette année a effectué le pèlerinage. Mais aussi à sa sœur Awa Sylla, résident à Paris, et à sa nièce Victoria Saint-Julien, qui est la fille de cette dernière, qui a tout récemment, et plus précisément le 22 janvier 2024, prêté le serment d'avocat en arborant la robe de son oncle, Maître Aboubakar Sylla, et ce, en guise d'hommage. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans le même élan et dans le même registre, vous me permettrez de m'incliner tout aussi pieusement, humblement, devant la mémoire des victimes des événements du 28 septembre qui sont tombées sous les coups des balles au stade du 28 septembre et qui ne sont plus de ce monde. Que le Tout-Puissant Allah, le miséricordieux, l'Éternel, puisse les accueillir dans son paradis céleste
et répandre sa paix sur la Guinée et ses fils. Par la même occasion, Monsieur le Président, j'adresse toutes mes compassions les plus sincères aux autres victimes qui ont survécu à ces événements tragiques que notre pays a connus et qui emportent à jamais les séquelles. Que le Tout-Puissant a la face, que plus jamais la République de Guinée ne revive une telle tragédie. Tous mes hommages aux victimes de ces procès qui, grâce à leur courage, leur persévérance, leur combativité, leur détermination, ont réussi, Monsieur le Président, à obtenir l'organisation de ces procès pour que les responsabilités des uns et des autres puissent être situées. Monsieur le Président, si ces valeureuses dames ont pu prospérer en obtenant l'organisation de ces procès, c'est qu'il y a eu une volonté politique qui a permis de traduire cela en réalité. C'est bien celle du général des corps d'armée, le président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Qu'il en soit vivement remercié. Tous mes hommages à lui, Monsieur le Président. Mais ces remerciements seraient incomplets si je me permettais de passer sous silence, et je ne le ferai pas. Un jeune magistrat, vaillant, dynamique, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'alors, M. Alphonse Charles Wright, qui a pu traduire en réalité la volonté politique du président de la République à travers l'organisation de ces procès. C'est lui qui a parachevé les travaux de construction de ces joyaux, Monsieur le Président, dont toute l'Afrique entière est fière. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je suis convaincu et je reste autant convaincu que les victimes dans ces procès souhaitent obtenir la condamnation. Mais, Monsieur le Président, elles ne souhaitent que la condamnation des coupables, rien que des coupables et non des innocents. Ce credo, qui est celui des victimes, a en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, été aussi celui des magistrats siégeant en matière criminelle comme vous. Parce que ce credo, Monsieur le Président, met à l'abri des magistrats siégeant en matière criminelle de l'erreur judiciaire. C'est pourquoi, Monsieur le Président, à propos d'ailleurs de ces credos, Voltaire disait ceci à l'occasion du procès Calas. Il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. Par la suite, d'autres vont reprendre pour leur compte cette assertion en disant vaut mieux libérer 1000 coupables que d'entrer en condamnation contre un seul innocent. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'ose espérer que cette assertion trouvera tout son sens dans ces procès. Car s'il y a bien des innocents dans le box des accusés,
mon commandant Aboubakar Diakité Ditumba en est incontestablement, en est certainement le premier. C'est pourquoi, tout au long de cette plaidoirie, sa défense s'évertuera à démontrer avec pertinence cette innocence. Pour ce faire, Monsieur le Président, nous commencerons notre plaidoirie par vous présenter d'abord les faits. Les faits qui vous permettra certainement d'avoir une meilleure lecture, une meilleure visibilité de cette affaire. Et après donc cet exposé sommaire que nous ferons des faits, Monsieur le Président, nous allons ensuite vous entretenir autour des plaidoiries et réquisitions présentées par le ministère public et les parties civiles, disons, et le ministère public, mais lesquelles plaidoiries sont quelque peu contre nature. Ensuite, nous allons, avec vous, aborder certaines notions qui, depuis l'ouverture de ces procès, qui, depuis que nous sommes en train de plaider, depuis que le ministère public a requis ces notions, on est en train d'en parler, Monsieur le Président. Nous aussi, nous allons parler de ces notions pour pouvoir apporter toute la lumière qui sied. C'est pourquoi nous reviendrons sur les notions de régiment, de cadre présidentiel, d'aide de camp, des chefs militaires, mais aussi, Monsieur le Président, il y a une autre question qui s'est invitée dans les débats. Nous avons relevé que pour des raisons, certaines parties de la défense ont entretenu une confusion entre la notion de traitement équitable des personnes poursuivies pour les mêmes infractions et le pouvoir d'individualisation de la peine que la loi vous reconnaît en tant que juge du siège, en tant que juge de jugement. Après donc cela, nous allons, Monsieur le Président, vous entretenir autour de la question d'innocence de mon commandant. L'innocence de mon commandant, telle qu'elle résulte des débats qui ont été contradictoirement menés ici. Et vous vous rendrez compte qu'à la lumière de ces débats, mon commandant, désormais, est disculpé. Mon commandant, désormais, Monsieur le Président, est innocenté. Monsieur le Président, il ne vous restera plus qu'à prononcer son acquittement. Après donc, cela, nous allons, pour le bénéfice de la discussion, puisque c'est ce qui caractérise un procès pénal, nous allons nous intéresser aussi aux éléments proposés par les parties civiles que nous discuterons point par point, comme étant des éléments de preuve, mais qui n'en sont pas du tout mais aussi des éléments qui ont été proposés par le ministère public, qui aussi ne constituent pas du tout des éléments de preuve, mais on s'efforcera aussi à répondre à des éléments qui ont été développés
par une partie de la défense contre mon commandant. Et nous terminerons, Monsieur le Président, par vous dire que les faits pour lesquels mon commandant est renvoyé, même si ces infractions ont été commises, les dites infractions ne lui sont pas imputables. Donc nous terminerons par la question d'imputabilité. Monsieur le Président, à présent, parlons des faits. Mais avant, je voudrais vous permettre de découvrir le parcours de mon commandant, parce qu'il me paraît nécessaire et même indispensable que vous connaissiez celui que vous avez à juger. Mon commandant est un fruit de l'université guinéenne. Il est sorti en 1998, diplômé de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il est de la 3e promotion, Monsieur le Président. Et 2 ans après sa sortie, en 2002, mon commandant, Abouakar Diakité Ditumba, sera enrôlé dans les forces armées guinéennes et il passera sa formation initiale que les militaires appellent dans leur jargon la commune de base au camp Kemeburama de Kindia. Monsieur le Président, la même année, mon commandant va appartenir à la formation d'un corps d'élite de nos forces armées, une formation assurée par des instituteurs américains, et il fera donc partie du bataillon spécial des Rangers, qui avait sa base à 35 km de Kankan, plus précisément à Soronkoni. Monsieur le Président, mon commandant va être appelé suite à une agression rebelle que la Guinée connaîtra à nos frontières. Il va être appelé à exercer les fonctions de médecin-chef auprès du détachement de ces bataillons de commandeurs Rangers, parce qu'un bataillon va être dépêché, Monsieur le Président, dans la 4e région militaire de notre pays, à Zérékouré. Et en ces lieux, mon commandant va rendre des services loyaux et il y restera pendant 6 mois. Après 6 mois, il va être rappelé à Soronkoni, à sa base, et cette fois-ci, ça sera pour assurer l'intérim des médecins-chefs du 10 bataillon. De Soronkoni, du bataillon spécial des Rangers, mon commandant, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, sera muté à Conakry, et plus précisément à la direction générale des services de santé des forces armées guinéennes, au BQG, bataillon du quartier général au camp Alimami Samori Touré. Et là, il sera encore nommé dans les fonctions des médecins-chefs au service cardiologie. C'est d'ailleurs
c'est important avant qu'on y passe. C'est d'ailleurs au niveau de ces services cardiologie que le président Dadis va entrer en contact avec lui, va solliciter ses services pour l'aider à la prise du pouvoir. Monsieur le Président, en 2009, mon commandant sera muté à l'école de la gendarmerie, l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia, toujours dans les fonctions des médecins-chefs. Je rappelle que cette école avait à l'époque un effectif de 3500 élèves gendarmes. Alors, Monsieur le Président, chose promise, chose faite, il a promis au président Dadis qu'il l'aidera dès la mort du feu président général Lansana Conté à conquérir le pouvoir. Et cela a été fait. C'est pourquoi, en raison de ces efforts remarquables, le président Dadis prendra un décret et le nommera dans les fonctions d'aide de camp. Et il le reconnaît lui-même, le président Dadis, dans son procès verbal d'interrogatoire en date du 13 juillet 2015, en ces termes. C'était à la question de savoir qui l'aurait recommandé la nomination de mon commandant. Il a dit ceci, Monsieur le Président. Personne ne m'a recommandé la nomination de Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits qui me portaient confiance. Le jour du coup d'État, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir, au détriment de Mamadou Ba Kamara dit Toto et Sekouba Kouna. Monsieur le Président. Ah, le pouvoir. Ah, le pouvoir. Monsieur le Président, généralement, ceux qui conquièrent ensemble le pouvoir, une fois que le pouvoir est conquis, on trouve que les amis qui ont aidé à la prise du pouvoir sont encombrants et on cherche toutes sortes de subterfuges, de manœuvres, de moyens pour pouvoir écarter les amis les plus chers. Ce sera le cas pour mon commandant Bouaka Diakité Ditumba. Monsieur le Président, dès les premières heures, tout sera mis en œuvre pour l'écarter. On le trouvait déjà encombrant. Il y avait des nouveaux parrains. Des parrains de la victoire qui venaient d'être conquises à travers l'avènement du président Dadis au pouvoir. Il fallait écarter mon commandant. Il fallait le mettre de côté. Monsieur le Président, au nombre des moyens tendant à atteindre cet objectif, alors, M. C.C. Raphaël, qui ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam avec mon commandant, va être muté, va être dépêché auprès du commandant Toumba en mission d'espionnage. Il devrait veiller sur les paroles de mon commandant. Il devrait veiller sur ses faits. Il devrait veiller sur ses gestes. Et en retour, il devrait en rendre compte au président Dadis. Monsieur le Président,
mon commandant étant quelqu'un de très fidèle, étant quelqu'un de très respectueux de la parole donnée, cette mission d'espionnage ne débouchera sur aucun résultat. Parce qu'aucune faille n'a pu être relevée par celui qui a été commis à cette mission d'espionnage. Mais, comme si cela ne suffisait pas, il fallait chercher d'autres moyens. Le commandant est devenu encombrant. Il fallait l'éliminer. Mais cette fois-ci, on fait appel à des manœuvres mystiques. Il fallait l'éliminer sur le plan mystique. Vous avez suivi ici un témoin, pas des moindres, un témoin qui a fait des révélations fracassantes, un témoin qui a drainé du monde, et ce témoin, c'est bien M. Youssouf Touré, dit Zoli. Zoli comme son nom, Zoli comme son témoignage. Alors, ce témoin, Monsieur le Président, dont certains se sont donnés pour mission de combattre, se sont donnés pour mission de l'empêcher de déposer dans ce procès. Mais en vain, on est allé jusqu'à vous parler de plusieurs décisions de justice qui seraient entreprises à son encontre pour pouvoir le traîner dans la boue. Mais aucune de ces décisions n'a été exhibée ici. Il n'y a qu'une seule décision qui a été brandie contre lui. Et cette décision-là n'est ni plus ni moins qu'une expédition. Et nous sommes tous des juristes, des surcroît, des professionnels des droits. Nous connaissons la valeur d'une expédition. Une expédition n'est pas un titre exécutoire. Alors, quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, ces témoins ont été entendus. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, jusqu'à date, sa déposition, son témoignage, ses révélations font foi tant qu'une décision de condamnation n'intervient pas contre lui pour des faits de faux témoignages. Monsieur le Président, ce témoin, c'est lui qui a révélé cela ici. Que le président Dadis a tenté d'éliminer sur le plan mystique mon commandant. Il a fait appel dans un premier temps à un magicien indien. Ce magicien, Monsieur le Président, d'après les révélations de Joly, a fait apparaître mon commandant dans le miroir. Et il a dit au président Dadis, c'est monsieur, ne le touchez pas. Si vous le touchez, ce serait la fin de votre règne. Ce serait votre chute. Laissez-le en paix. Et moi d'ailleurs, si jamais j'ai Mazat à lui jeter un quelconque sort, je perdrai à jamais mon pouvoir. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, la mission confiée à ces magiciens a donc échoué. Et comme si cela ne suffisait pas aussi, il fallait faire appel à des
féticheurs de Guillaume Soro, cette fois-ci. À des féticheurs de Guillaume Soro, Monsieur le Président. Et ces féticheurs vont également venir. Et ces féticheurs, Monsieur le Président, vont soumettre le président Dadis à un rituel démoniaque, à un rituel satanique, qui consistait, selon le même témoin, à se laver avec du sang humain. Mais Monsieur le Président, dès que le président Dadis s'est lavé avec du sang humain, c'était des apparitions bizarres qu'il ne pouvait pas supporter. Le président Dadis était là, en train de crier, de pousser des cris. Monsieur le Président, il a fallu de peu, on aurait perdu le président Dadis. Mais ces féticheurs aussi ont essuyé contre mon commandant. Mais comme il ne se fatigue jamais, comme la décision était prise de finir avec mon commandant, le président Dadis va s'entourer d'une garde parallèle. Une garde parallèle composée de ses proches. Ses proches qui n'ont pas contribué à la conquête du pouvoir. Ses proches, Monsieur le Président, qui vont venir pour se substituer à l'aide du camp qu'était mon commandant Aboubakar Diakité Ditumba. Et les membres, les éléments de cette garde parallèle étaient entre autres Georges Théodore Gono Sangaré, l'intendant particulier du président Dadis, Joseph Makambo Loa, qui était son chef des opérations, le chef des opérations du régiment. Il y avait son Excellence, M. Moussa Tchegoro Kamara, son ministre chargé des services spéciaux. Monsieur le Président, cette garde parallèle, alors, va tout mettre en œuvre pour pouvoir évincer mon commandant. Et comment elle procédait? Elle planifiait des sorties avec le président Dadis. Et c'est là arrivé au moins, le commandant du salon, M. Mohamed Escobar, Mohamed Kondé Escobar, l'a dit ici, au moins 3 ou 4 fois. Et c'était en réponse d'ailleurs à l'une des questions qui lui a été posée dans ce sens par l'un des avocats du président Dadis. Il a eu à rappeler que le président sortait avec ces éléments de sa garde parallèle à l'insu du commandant Aboubakar Diakité Ditumba, et que mon commandant était, à chaque fois que cela arrivait, était obligé de sortir, de rechercher le président Dadis pour pouvoir rattraper le cortège, Monsieur le Président, et reprendre sa place. Monsieur le Président, ce
M. Raphaël a confirmé la même chose dans ses prétoires. C'est dans ces contextes, c'est dans ces circonstances que le président Dadis va changer de discours. Celui qui, à l'avènement du CNDD au pouvoir, avait rassuré plus d'un Guinéen de sa volonté de démocratiser la République de Guinée, de sa volonté d'organiser des élections libres et transparentes, et auxquelles ni lui, ni aucun membre de son gouvernement, ni aucun membre du CNDD ne serait candidat. Monsieur le Président va changer de discours. Désormais, celui qui désacralisait le pouvoir en disant le pouvoir c'est quoi, va finir, Monsieur le Président, par être intéressé par le pouvoir. Va finir par dire que s'il veut, il se présente, s'il ne veut pas, il ne se présente pas. Et qu'il va ôter sa tenue et il peut être candidat. Alors, ce discours qui n'était pas du tout rassurant pour la classe politique, qui à l'époque, cette classe politique était réunie sous la bannière des forces vives. Les forces vives, Monsieur le Président, ne vont pas du tout apprécier ces changements de discours. Les forces vives vont donc projeter une manifestation. C'est bien la manifestation dont la date a été choisie par M. Bahouri. Il a dit ici, c'était en réponse à l'une de mes questions. Donc, M. Bahouri, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, va proposer la date du 28 septembre, lundi 28 septembre 2009, et cette date sera retenue comme la date de ces événements. Mais, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va se passer? Au petit matin du 28 septembre, pendant que mon commandant Boubacar Diakité Ditumba se reposait, il a été réveillé par certains éléments de la garde parallèle du président Dadis. En l'occurrence, M. Joseph Makambo-Loa, Georges Théodore, qui était en compagnie de M. Marcel Guilavogui, et qui sont venus lui exprimer leur intention de participer à la gestion de la manifestation projetée par les forces vives au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, la réaction de mon commandant ne s'est pas fait attendre. Aussitôt, il a réagi. Aussitôt, Monsieur le Président, il a dit que personne ne sortira, que personne ne se rendra au stade. Mais au même moment, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous avez Georges, qui était déjà en communication téléphonique, et qui disait que déjà des éléments sont envoyés dans 3 quarts pour infiltrer les manifestants. Encore, mon commandant réagira farouchement en disant que personne ne sortira, Monsieur le Président. Mais c'était déjà planifié par le président lui-même, qui avait envoyé vers mon commandant ces éléments de sa garde parallèle. Mais face à la réticence de mon commandant, face à sa réaction, Monsieur le Président,
le président Dadis lui fera appeler par M. Marcel Guilabogui. Arrivé dans la chambre du président, mon commandant l'a trouvé dans un état de colère indescriptible, Monsieur le Président. Mais cet état de colère, qui n'en a pas parlé ici? Tous ceux qui ont, ces jours-là, eu, je ne sais pas, le bonheur ou le malheur de rencontrer le président Dadis, l'ont témoigné. Le général Sano, le chef d'état-major, a parlé de cet état de colère indescriptible. Général Toto, dans son procès verbal d'interrogatoire, en a parlé. Monsieur le Président, et le président Dadis disait ceci, Monsieur le Président, c'est important de rappeler. Le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Mon commandant aura la même réaction. Il dira au président, vous ne sortirez pas et personne ne sortira. Mais puisque le président Dadis n'entendait pas les choses de cette oreille, mon commandant a fini par instruire M. Mohamed Condé Diescoba, le commandant du salon, en lui disant de ne pas laisser le président sortir, sinon il aura affaire à lui. Donc, il a fermement instruit celui-ci de ne pas laisser le président Dadis sortir. Et ça, c'était dans la chambre du président que les Dadis avaient parlé ainsi, mais les instructions et le commandant du salon n'étaient pas présents dans la chambre. Ils ne pouvaient pas savoir. C'est pourquoi, en réponse à l'une de vos questions, Monsieur le Président, il vous a dit que non, lui, il n'était pas dans la chambre, il ne pouvait pas être témoin de ce que le président Dadis a dit. Mais, et comme un prolongement de l'état de colère du président Dadis, de son état de fureur ces jours-là, lorsqu'il est sorti, il est venu trouver au salon M. Mohamed Escobar. Il lui a dit ceci, allons-y, ils vont nous tuer tous. Le commandant du salon vous a dit qu'il s'y est opposé et que le président Dadis avait même pris place derrière son volant lorsqu'il est venu lui arracher la clé et comme sanction, il lui a administré une gifle. Monsieur le Président, mon commandant ayant regagné sa résidence sera un peu plus tard informé par un certain Koumbassa de ce que le président Dadis est sorti. Mais Monsieur le Président, dès qu'il a reçu cette information, et puisque le président Dadis avait pris l'habitude de sortir sans lui, mon commandant, aussitôt, précipitamment, est sorti. Et quand il sortait, Monsieur le Président, il n'a constaté la présence d'aucun dispositif de sécurité présidentielle. Il est sorti et il est allé à la recherche du président Dadis. C'est dans ces conditions qu'il s'est retrouvé sur l'esplanade du stade du 28 septembre et
en ces lieux, il va s'apercevoir d'un mouvement de panique à l'intérieur du stade et par réflexe des soldats. Alors, mon commandant va garer sa Jeep. Sa Jeep, il le laissera à bord de cette Jeep Monsieur Foromo, le féticheur du président Dadis, avec lequel il était sorti ces jours. Le féticheur que le président Dadis a dit ici ne pas connaître. Pourtant, le commandant du salon a bien dit oui, que lui aussi il a connu M. Foromo et que M. Foromo était bien le féticheur du président Dadis. Le féticheur qu'il a laissé donc à bord de sa Jeep et il est rentré au stade. Monsieur le Président, mon commandant avait les mains nues. Il n'était porteur d'aucune arme apparente ou cachée. En tout cas, les victimes qui ont été entendues ici, nous parlerons plus tard de leur déclaration. Aucune de ces victimes n'a soutenu le contraire ici. Monsieur le Président, mon commandant, à pas géant, va rentrer dans le stade et va réussir à extirper et au prix des coups qu'il essuiera 4 leaders politiques. 4 leaders politiques. Monsieur, à savoir Monsieur François Lucien Fall, Monsieur Mouktar Diallo, Monsieur Sidia Touré et Monsieur Jean-Marie Doré. Il l'a fait au prix de sa vie. Monsieur Baouri a reconnu ici que c'est lui qui a sauvé ces 4 leaders. Monsieur François Lucien Fall a reconnu ici que c'est lui qui a sauvé ces 4 leaders. Monsieur Sidia Touré, dans son premier procès verbal d'interrogatoire, puisque au dossier de la procédure, il y en a 2, à son compte, a également dit que c'est lui qui a sauvé tous ces 4 leaders. Monsieur le Président, il va donc sauver ces leaders au prix de sa vie. Monsieur le Président, malgré tout, la manifestation organisée par l'opposition finira par basculer dans le sang. Finira cette manifestation par entraîner des morts, des blessés, mais aussi des disparus. Monsieur le Président, ces événements malheureux et tragiques que nous ne souhaitons plus jamais pour notre pays ont suscité beaucoup de retentissements médiatiques à l'échelle nationale et internationale, au point que la Guinée était devenue une préoccupation de toute la communauté internationale. Ces événements malheureux finiront par avoir leur appellation. Ces événements malheureux, Monsieur le Président, finiront par être appelés le massacre du 28 septembre.
Mais, Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission, que nous puissions faire une pause en nous attardant sur la chronologie des faits. La chronologie des faits qui ont abouti au 28 septembre 2009. Parce que cette chronologie, elle est capitale. Elle vous permet de percer l'abcès. Parce qu'on a cherché ici, Monsieur le Président, à vous enfumer. On a cherché ici, Monsieur le Président, à vous jeter de la poudre aux yeux. Donc, pour une meilleure compréhension de ces événements malheureux, il est indispensable de ressortir cette chronologie qui se présente comme suit. Et vous comprendrez qu'à travers cette chronologie, je vais vous parler des faits qui ont précédé le 28 septembre. Je vous parlerai des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 28 septembre, du 7 septembre au 28 septembre. Je vous parlerai, Monsieur le Président, des faits qui sont survenus le 28 septembre même. Et je vous parlerai enfin des faits qui sont survenus après le 28 septembre. D'abord, avant le 28 septembre. Avant le 28 septembre, Monsieur le Président, il y a des centaines de civils dont la présence a été constatée au camp Alfaya Diallo par mon commandant et qui y était entraîné par M. Claude Pivy. Mon commandant s'est opposé à leur présence, mais finalement il a été obligé de céder, car il s'est trouvé impuissant lorsqu'on lui a fait croire que ces centaines de civils y étaient sur instruction du président Dadis. Monsieur le Président. Ça, c'est le premier élément avant le 28 septembre. Mais il y a aussi la présence chez M. Gono Sangaré. Ce M. Gono Sangaré, des occultistes, Monsieur le Président, qui était entretenu par M. Gono Sangaré, l'intendant particulier du président Dadis, et par le président Dadis lui-même. Mon commandant a vu ces occultistes-là, là-bas, qui portaient des flèches, qui portaient des coris. C'est important parce que je parlerai plus tard de ces mêmes personnes. Troisième élément que je veux relever, c'est l'existence des recrues. Monsieur le Président, des recrues dans un camp militaire appelé Kalia, des recrues qui s'y trouvaient sous le commandement exclusif du président Dadis. C'est ce qu'on ne veut pas reconnaître. Mais, Monsieur le Président, les éléments du dossier ne permettent pas de soutenir le contraire. Parce que vous avez des voix les plus autorisées, comme celle du chef d'état-major général des forces armées d'alors, général Ousmane Sano, qui, sur cette question des recrues, disait ceci, et il a réitéré ici,
Question. Monsieur le Président, il s'agit bien de la page 5 de son procès verbal de déposition en date du 11 septembre 2024. Question. Que savez-vous de la présence des recrues de l'école de Kaléa au stade? Réponse. Ces recrues étaient à la charge exclusive du chef de l'État. À la charge exclusive du chef de l'État et du ministre de la Défense dans le cadre de leur propre sécurité. Je n'ai ni assisté à leur recrutement ni à leur formation. Monsieur le Président, ces recrues étaient des recrues qui s'y trouvaient dans ces camps sous le contrôle effectif du président Dadis. Ce n'est pas mon commandant qui le dit, ce n'est pas sa défense qui le dit, ce n'est pas le ministère public qui le dit, encore moins les partis civils. Mais c'est un élément acquis au débat. Et relativement à la même question, Monsieur le Président, puisque c'est une question importante,